mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Après la guerre, le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor. En 1945, il faut nourrir le pays. Les tracteurs, les semences et les pesticides, fabriqués aux États-Unis, débarquent dans l'Hexagone. En 1905, nous produisions 5 millions de quintaux de maïs. En 1920, on produisait encore 5 millions de quintaux de maïs. En 1950, on produisait encore 5 millions de quintaux de maïs. La recherche est arrivée. La production est passée en 10 ans de 5 millions de quintaux à environ 25-30 millions de quintaux. Pour réaliser ce miracle, les agriculteurs français arrosent à tout va. Ils ont confiance dans les pesticides qu'à l'époque on dit inoffensifs et indispensables. Les pesticides, quand ils sont employés normalement, ne présentent pas de danger. Que se passerait-il si on supprimait les pesticides? Eh bien, ce serait une véritable catastrophe, n'est-ce pas? Parce que du jour au lendemain, on verrait des baisses de récolte considérables. On arriverait presque à des famines. La France devient la première puissance agricole d'Europe, mais aussi le premier pays consommateur de pesticides. Aujourd'hui, les agriculteurs payent le prix fort. À force de semer des pesticides, ils ont aussi récolté des maladies graves. Nous sommes les plus gros consommateurs de pesticides en Europe. 60 000 tonnes de produits chimiques sont épandus dans l'Hexagone chaque année. Pour mieux connaître l'impact des pesticides sur les populations, et notamment sur les enfants, le mieux est encore de se rendre là où ils sont le plus utilisés. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui c'est quoi? C'est fongicide? Oui. Fongicide? Je sais pas, vous savez un peu comme molécule, vous connaissez pas trop? Produits chimiques, tout est dangereux pour moi. Même des sourds, c'est des sourds, c'est dangereux, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le sentir. D'ailleurs, en reprenant la route, on a plus l'impression d'être dans le nucléaire que dans le guide Parker. Tenue de protection intégrale, gants hermétiques et masques à cartouches d'air. Pour nettoyer un épandeur, les ouvriers agricoles prennent les plus grandes précautions. Ils semblent connaître les dangers des produits chimiques. Est-ce que vous pensiez, par exemple, qu'on pouvait autoriser la mise sur le marché de produits pourtant dangereux? Quand on dit cancérigènes, neurotoxiques, mutagènes, perturbateurs hormonaux, c'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'on sait que c'est dangereux, que c'est potentiellement toxique, et pas seulement pour les personnes qui les manipulent, comme on nous dit souvent. Donc on sait, et pourtant on autorise ça. Donc je comprends pas. Existe-t-il un lien entre ces maladies et l'exposition aux pesticides? Pour les scientifiques français, il n'y a plus guère de doute. En 2013, l'INSERM, la référence de la recherche française, publie pour la première fois un bilan de toutes les études scientifiques sur l'impact des pesticides sur la santé. Les agriculteurs respirent eux aussi les produits qu'ils épandent. Ils en sont victimes. Nous préférons enquêter sur ceux qui en profitent vraiment. Ceux qui vendent ces pesticides dangereux. Les multinationales de l'agrochimie. La Fondation Gates, partenaire du géant Monsanto pour l'introduction des OGM en Afrique. Étonnant. Car Monsanto n'est pas exactement une entreprise philanthropique. Cette multinationale est le leader très controversé des OGM sur la planète, 90% du marché. Contesté pour son quasi-monopole, ses méthodes et son lobbying agressif. Et si nos champs, autrefois si fertiles, ne pouvaient plus nous nourrir? Pour certains, ce sera le cas dans 25 ans. Claude et Lydia sont biologistes, ils tentent de trouver des remèdes loin du modèle de l'agriculture conventionnelle. Jean-Christophe, lui, a choisi l'agroécologie sans engrais ni pesticides, tandis que Charles Hervé, un maraîcher de Normandie, a créé une ferme de permaculture et son exploitation atteint aujourd'hui une productivité hors norme. C'est une question qu'on ne se pose jamais. Serait-il possible qu'un jour la terre de France ne puisse plus nous nourrir? Là, pour moi, c'est du massacre. Là, c'est plus de l'agriculture, c'est du massacre. C'est pas la peine de faire ça. On n'a pas besoin de tuer la terre pour se nourrir, c'est pas vrai. Beaucoup de civilisations se sont effondrées parce qu'elles ont épuisé leur sol. Quand on va mourir, est-ce que la terre sera meilleure ou pire qu'on l'a trouvée? L'industrialisation de l'agriculture n'a augmenté la fertilité qu'à court terme. Se serait-on trompé tout ce temps? C'est comment on arrive à mentir aux paysans, comment on arrive à mentir aux consommateurs. Parce qu'il y a tout un business derrière, on dit nourrir la planète, on ne nourrit pas la planète, on engraisse le système.
au détriment de la vie. Ça, c'est le truc, ça me... Ils sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'enjeu, à inventer, hors des sentiers battus, une toute nouvelle agriculture, durable. Pour une bonne partie du monde agricole français, Claude et Lydia Bourguignon sont de dangereux révolutionnaires. Car depuis 25 ans, ces deux biologistes répètent un message qui dérange. Moins on travaille la terre, et plus elle est fertile. Là, en tant que biologiste des sols, pour nous, c'est... Là, on est dans le point d'origine des sols. C'est là que tous les sols naissent sur Terre. La forêt. Ouais, c'est sous la forêt. La forêt, elle n'est jamais labourée et c'est un milieu d'une grande fertilité. Et pourtant, personne n'y met des engrais, personne n'y met de pesticides, personne n'y met rien. Et tout pousse. Les arbres sont magnifiques. Donc nous, avec Lydia, notre travail, c'est ça. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et c'est ce modèle qu'on essaye d'appliquer chez les agriculteurs. Pour les deux scientifiques, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui détruit la terre. À l'origine, ce champ était à la même hauteur que la forêt. Et là, il y a un sacré dénivelé entre le champ et la forêt. Waouh! Avec le labour, au lieu de laisser la matière organique au-dessus pour que ça se transforme en humus et puis qu'elle permette au sol de s'épaissir, avec la charrue, on met la matière organique au fond, elle donne plus d'humus parce que les champignons qui font l'humus, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'oxygène pour faire de l'humus. Comme on les enfouit dans la terre, on enfouit les pailles dans la terre, on ne peut plus faire d'humus et donc la terre, elle fond, elle s'en va. Puis alors après, les argiles partent dans les rivières et puis la terre disparaît. Alors c'est un processus qui peut paraître qui est lent, mais enfin vous voyez quand même en 70 ans on a perdu 25 cm de terre, quoi. T'es déjà sur le caillou, hein? Je suis en train de sortir la terre jaune là. Là j'arrive sur ce qu'on appelle le sous-sol. Là j'ai un sol qui fait 25 cm. Donc ça veut dire que dans 70 ans, enfin entre 50 et 60 ans, il n'y aura plus de sol. Ici on sera sur le caillou, on ne pourra plus nourrir les hommes à partir de ce sol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'abandonner, on va faire une friche. C'est une agriculture qui n'est pas durable, c'est une agriculture qui détruit son sol, au lieu de l'améliorer, au lieu de l'enrichir. C'est-à-dire que ce qu'ignore aujourd'hui le monde moderne, c'est que la Terre, c'est un organisme vivant à part entière. C'est un organisme vraiment vivant, c'est-à-dire il y a des micro-organismes, il y a des vers de terre, il y a tout cela. Et tout cela travaille gratuitement jour et nuit, sans faire grève, rien du tout, pour que les plantes que nous faisons pousser soient pourvues. Ils font grève quand on leur met des produits chimiques, ils font plus que grève, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Donc le sol est vivant. Une terre fertile, au microscope, ça ressemble à ça. Mais la plupart du temps, c'est plutôt ça que les deux chercheurs découvrent. Et chaque année, on voit la moyenne, on fait la moyenne d'activité biologique de tous les sols qu'on a analysés dans l'année, et chaque année, ça baisse. Nos sols sont un peu moins fertiles. Ils perdent leur fertilité. Du coup, ils luttent contre des insectes qui essayent de ramener la diversité, en fait, qui cherchent à détruire la monoculture parce que c'est pas naturel. Du coup, ils ont fait, je vais pas répéter tout ce qui est dit, les céréales plus basses, c'est pratique pour les machines, machin, mais du coup, il y a plein de champignons, machin, il faut traiter les puces. Et du coup, comme dit Bourguignon, c'est de la gestion de pathologie végétale. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec l'agriculture, l'agriculture c'est pas ça, l'agriculture normalement c'est cultiver des plantes saines. 75% des végétaux cultivés ont disparu, après FAO, Food and Drugs, machin. Une plante sur 5 a disparu dans le monde à cause de l'agriculture conventionnelle. Alors les agriculteurs qui sont sceptiques de la permaculture, il faut savoir qu'il y a entre 12 et 16 calories brûlées pour produire 1 calorie de nourriture. Donc c'est productif en apparence l'agriculture des 30 glorieuses, la révolution verte, mais c'est pas durable, c'est pas... Voilà, faut se rendre compte de cette réalité. Produire beaucoup, c'est secondaire. On est encore dans le mythe productiviste qui est encore très ancré dans le monde paysan et dans la société en général, où c'est valorisant de produire beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on produit beaucoup qu'on va dégager un revenu et qu'on va vivre correctement. C'est quelque chose qui nous guide presque au quotidien, de la recherche d'une autonomie maximale, dépendre le moins possible des banques, des subventions, l'autonomie, et il y a l'autonomie semencière. Est-ce que, à votre avis, l'alimentation est un problème important, est un problème vital? C'est un problème capital, oui. Vital, bien sûr. Et vous y attachez de l'importance, vous, personnellement?
Je ne sais pas, comme tout le monde, c'est la première servir 3 fois par jour, l'alimentation. Oui, mais enfin, vous avouerez qu'on mange un petit peu n'importe quoi. Ah, pas du tout. Moi, comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en 2e année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Est-ce que, par exemple, pour un jardin d'une surface donnée, ça revient plus cher ou moins cher d'utiliser ces produits naturels que des produits chimiques? Pour n'importe quelle surface, ça revient beaucoup moins cher que les produits chimiques. D'autre part, il n'y a plus d'insecticides à employer, c'est plus la peine, il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus rien du tout. Manger en toute confiance. Savourer des aliments sans pesticides. C'est la raison d'être de cette école d'agroécologie. Après le repas, dans ce jardin, les stagiaires apprennent l'art de cultiver en harmonie avec la nature. Au cœur de l'Ardèche, des stagiaires venus de différents horizons viennent apprendre les gestes presque perdus de la tradition paysanne. Pour nous, la terre, la notion de terre-mère n'est pas une métaphore, c'est une réalité absolue. Même si on la poétise à travers terre-mère, il n'empêche que, objectivement, c'est la terre qui nourrit tout le monde. Et c'est cette terre-là dont il faut prendre soin et non pas droguer, polluer de 1000 manières. Si la Fondation Gates veut vous donner des OGM gratuits, allez-vous les accepter? Non, je ne les accepterai pas. Les seules personnes qui les accepteront seront ceux qui ne savent pas ce que sont exactement les OGM. Je ne peux pas les accepter car de toute façon, je n'ai pas d'argent pour acheter tout le temps des engrais. D'année en année, Jack produit lui-même ses propres semences. Ce sont les meilleures que vous pouvez avoir? Oui, c'est une très belle variété, parfaite. Et on a plein d'autres variétés locales. On pourrait vraiment beaucoup critiquer ce que les agriculteurs font, mais ils ont peut-être tellement de gens à dos déjà que j'ai pas à leur en rajouter. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas facile. Il y en a 2 qui se suicident par jour. Peut-être ne voulait-on pas le savoir, mais le productivisme montre ses limites. Nous sommes en 1976. Un agriculteur nourrit 26 personnes, quand en 1947, il en nourrissait 5. Désormais, la France équilibre importation et exportation. Oui, mais voilà, les prix s'effondrent et Bruxelles impose des quotas pour dégonfler les excédents qui s'accumulent. Le monde paysan continue à perdre ce qui lui restait de repères. On y relève pour la première fois de son histoire un taux considérable de suicides, 3 fois plus que chez les cadres. Pourquoi pensez-vous que les pouvoirs publics n'aident pas les agriculteurs comme vous? Ils n'aident pas, pourquoi? Cette agriculture-là, elle est autonome, elle coûte rien à l'agriculteur. Une agriculture conventionnelle, elle vend des produits phytosanitaires, elle vend de l'engrais, elle vend du pétrole, elle vend des machines agricoles. Il y a toute une économie derrière. J'ai rien contre eux, hein. Je parle juste du système, mais quand vous allez dans les chambres d'agriculture, vous voyez tout ce monde. Je crois qu'il doit y avoir 3 fois plus de personnel dans les bureaux que dans les chambres. Il y a un malaise quelque part. Voilà, et cette économie-là, l'agriculture a fait vivre beaucoup de monde. Le jour où on aura compris que les paysans sont là pour nourrir les gens et pas pour engraisser un système, là je pense qu'on aura fait un grand pas. Bon, il faut espérer que ça bouge, quoi. Tenez-vous bien, messieurs, dames, 500 millions d'euros en plus pour le ministère de l'écologie. Ça, c'est pas du poil de cul de chameau. 500 millions d'euros qui vont enfin pouvoir servir. Je sais pas à quoi, par contre. Ça, j'ai pas. Hein. Qu'est-ce que tu dis? À embaucher? Non, ça doit pas être ça, parce que là, le gouvernement vient d'annoncer qu'ils ont supprimé 1300 postes, justement, au ministère de l'écologie. Donc ça doit. Ah, qu'est-ce que tu dis? À financer? Ouais, enfin là le gouvernement a annoncé qu'il supprimait en fait les aides au maintien de l'agriculture bio, donc c'est peut-être pour financer, mais pas ça en tout cas, parce que c'est... Non, ça doit pas être ça non plus. Oui, effectivement, le gouvernement a décidé de supprimer le maintien à l'agriculture bio. Alors, faut comprendre ce que ça veut dire. Le maintien à l'agriculture bio, c'est le maintien aux agriculteurs, hein. C'est leur filet du pognon pour pas qu'ils crèvent la dalle. Objectif totalement raté, puisque les 3/4 des agriculteurs crèvent la dalle, hein. Bienvenue en France, ce pays absolument magnifique, où ceux qui nourrissent les autres sont paradoxalement ceux qui ont le moins à bouffer. Et donc ils ont pris tout ce pognon qu'ils gardaient pour maintenir l'agriculture bio, pour le transférer vers la conversion
à l'agriculture bio, c'est-à-dire pour motiver les gens à rentrer dans la combine. Hein, et je dis bien dans la combine, parce qu'ils sont allés voir les agriculteurs il y a 15 piges en leur disant « faut se mettre au bio ». Ils ont dit « oui, bah écoutez les bobos parisiens, on les encule, hein, votre truc, on n'a pas les budgets, on n'a pas le matériel, ça vaut 3 fois plus cher à produire, donc 6 fois plus cher à vendre, personne ne va les acheter ». Et le gouvernement les a rassurés, ils leur ont dit « vous inquiétez pas, pour la promo, on s'en occupe, pour les budgets et les machins, on va se mettre au frais, et on va vous filer du pognon pour que ça tienne bien ». Et donc maintenant que les mecs sont là, et ben ils retirent le pognon, donc ils vont crever, pour le donner à des mecs, pour qu'ils aillent à l'abattoir. Mais c'est complètement con comme démarche. Tu veux faire du maraîchage, bah arrange-toi pour faire mieux, quoi, mieux que ce qu'ils font d'habitude. Parce que si tu cherches du bio, bah tu payes des gens pour qu'ils étalent une bâche, t'achètes des plants, parce qu'ils font même plus leurs plants eux-mêmes, tu plantes tes plants, tu mets le goutte à goutte, super. Tu mets des petites billes d'engrais bio, qu'est-ce que ça change? C'est encore un lobby presque pharmaceutique, mais c'est très lié au pétrole, tout ça encore, beaucoup trop. Il y a la ferme de la Plagne, un petit gars là qui fait des gros rendements dans les légumes, des 130 kg de tomates par pied. Il a un petit motoculteur, il a un petit soc de labour, il avance pour faire des buttes de 30 cm, là tu y mets au moins 30 cm ou 50 cm de broyat, il met goutte à goutte dessus, il fait des légumes gigantesques. Et malgré la sécheresse de l'année dernière, bah lui il avait un potager tout vert avec des énormes rendements, alors que tout autour il couinait parce que c'est tout jaune, machin. Voilà un bon exemple. On peut s'organiser avec pas tant d'argent que ça pour... on n'a plus besoin de ce système parasitaire au-dessus de nous. C'est trop mal fait le machin, et c'est écologiquement... c'est pas durable le machin. Alors, moi j'attends, hein, je regarde, je me dis ça va se croûter, ça fait 10 ans que je me dis ça va se croûter. Ça se croûte lentement, mais il n'y a pas grand chose qui fait que ça remonte la pente, quoi. On voit que des catastrophes écologiques qui s'accumulent. Bref, il y a de quoi être assez dépressif. Des principes en permaculture, il y en a à l'appel. Nicolas s'inspire largement de cette science née dans les années 70. Pas de déchets, tout est recyclé. Diversité des espèces cultivées, observation de la nature et respect des écosystèmes. Là, il y a du poirier nain, des aubépines. Je plante pas mal d'aubépines sur les buttes parce qu'on peut greffer 10 fruitiers différents dessus, ça fait du nanisme. Donc les poires naines, l'aubépine, elle a un enracinement très sympa. Elle ne concurrence pas les autres arbres, elle serpente jusqu'à temps de trouver sa place. Donc on peut la planter à côté de tous les arbres, même des légumes. Au final, ça fait une espèce de potager où on mange des fruits, des légumes, des baies et même des plantes sauvages, sans qu'il y ait, il y a le minimum d'entretien, quoi. Une nature renforcée par l'homme, généreuse mais autonome, sans la plus petite once d'engrais chimiques ou de pesticides, bien sûr, c'est le credo de Nicolas. Une culture permanente, avec une ambition. Redynamiser tous les petits villages les plus isolés avec la diversité, quoi. Les gens en veulent, quoi. Au lieu d'aller dans le supermarché, là où il y a la diversité, ils ont le potentiel de faire ça chez eux, quoi. Ils sont entourés de terre. C'est fou, quoi.